Le 4 mars au matin, les tarifs de 25 % ont été imposés au Canada, provoquant une réponse immédiate et vigoureuse des politiciens canadiens. Le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada répliquerait avec des tarifs de 25 % sur 155 milliards de dollars de biens américains, en commençant par 30 milliards immédiatement et en étendant les tarifs aux 125 milliards restants dans 21 jours. Encore aujourd'hui, on se voit forcé d'imposer des droits de douane de 25 % sur 155 milliards de dollars américains de marchandises. 30 milliards de marchandises américaines, excusez-moi. 30 milliards de dollars de façon immédiate et dans 21 jours, 125 milliards de dollars de marchandises de plus. Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, est allé encore plus loin en enlevant les alcools américains des étagères de la LCBO et en terminant le contrat Starlink en Ontario. Il a averti que si l'administration Trump intensifiait les tarifs, l'Ontario imposerait immédiatement une surtaxe de 25 % sur l'électricité exportée vers les États-Unis. Et n'a pas hésité à mentionner la possibilité de couper l'alimentation en électricité. If the Trump administration falls through on any more tariffs, we will immediately apply a 25% surcharge on the electricity we export. We will not hesitate to shut off their power as well. En réponse, Donald Trump a réagi sur le réseau social Truth en déclarant, et je cite, « Veuillez expliquer au gouverneur Trudeau du Canada que lorsqu'il impose un tarif de rétorsion aux États-Unis, notre tarif réciproque augmentera immédiatement d'un montant équivalent. » Cet échange laisse présager une escalade d'une guerre commerciale entre les deux pays. Pour analyser les implications de ce conflit commercial grandissant, je suis en compagnie de Vincent Geloso, économiste et professeur d'économie à l'Université George Mason. Nous tenterons de comprendre les effets de ces tarifs des deux côtés de la frontière, au Canada et aux États-Unis. Il faut comprendre que, tout d'abord, les Américains se font mal à eux avec leurs propres tarifs. Un tarif, c'est une taxe pas sur des étrangers, mais sur des nationaux. Donc, les Américains se taxent eux-mêmes et ils taxent les consommateurs américains qui achètent des produits canadiens ou des produits de d'autres pays, parce qu'il n'y a pas juste sur le Canada qu'il y a des tarifs. Donc, c'est une taxe sur les Américains. La réponse du Canada, qui est de placer des contre-tarifs, c'est à peu près l'équivalent économique à l'analogie de se castrer pour contrarier une ex-conjointe. C'est le même niveau de pensée sophistiquée qu'il y a entre ces deux analogies-là. Et la raison, c'est que c'est la même chose. Une taxe, un tarif, c'est une taxe sur les consommateurs canadiens qui achètent des produits étrangers. En plaçant cette taxe-là, on augmente le coût de la vie pour les consommateurs. Les consommateurs ont moins à dépenser dans d'autres industries canadiennes. Donc, ces industries-là vont devoir se contracter. On augmente le prix des importations pour les Canadiens, ce qui veut dire que les firmes canadiennes deviennent moins concurrentielles sur les marchés internationaux. Ça veut dire qu'on a moins de capacité à attirer des investissements au Canada. C'est uniquement c'est une proposition perdant-perdant que de rétalier à des tarifs. C'est malheureux que les Américains décident d'aller dans la voie stupide du protectionnisme, mais ce n'est pas notre problème. Ils peuvent nous affecter, nous, mais ce n'est pas notre problème qu'on doit empirer en faisant la même chose. Notre seule solution comme Canadiens, c'est de libéraliser nos échanges, de s'ouvrir davantage sur le monde. Si le protectionnisme est un poison, le libre-échange est l'antidote, alors il faut que nous, on se recommette au libre-échange. Nous, on doit éliminer nos barrières tarifaires restantes. Nous, on doit enlever nos barrières non tarifaires qui existent. Et il faut ouvrir nos secteurs de services à la concurrence pour que les Canadiens payent moins, pour attirer plus d'investissements au Canada qui vont augmenter la productivité. Et dans l'avenir, un des effets bénéfiques qu'il y aura de ça, qui n'est pas un effet direct, mais plutôt indirect, c'est qu'une économie plus productive, c'est une économie qui est plus invulnérable aux caprices du président américain, aux aléas qui sont imposés sur le Canada via les changements dans les circonstances électorales et politiques américaines. Donc, tout indique qu'on doit être dans la direction contraire de ce qui est fait présentement comme réponse au président. Il faut libéraliser nos échanges. L'ensemble de la société canadienne parle d'une seule voix.
pour qu'on se fasse entendre de nos partenaires américains pour illustrer que l'imposition de droits de douane, c'est une très mauvaise idée. L'autre chose qui est importante de faire, c'est de répliquer à Donald Trump. C'est pas vrai qu'il va s'en sortir puis qu'on va se croiser les bras. Donc, vous avez vu tantôt le premier ministre du Canada qui est venu confirmer ce qui a été convenu par toutes les provinces et territoires, c'est-à-dire qu'il y aura des contre-tarifs pour une liste de biens importés des États-Unis au Canada. On a déjà joué dans ce film-là, et c'est la Grande Dépression qui est le bon exemple de ça. Pendant la Grande Dépression, il y a eu des tarifs que les États-Unis ont placés, le Canada a fait une rétaliation, et le résultat a été une escalation qui a mené à une contraction importante du commerce international, et c'était pendant la Grande Dépression. Et si on fait des scénarios où est-ce qu'on essaye d'évaluer qu'est-ce qui se serait passé si le Canada n'avait pas répondu aux tarifs et qu'il n'y avait pas eu de guerre commerciale entre les deux nations, le résultat aurait été que la Grande Dépression, la pire contraction économique depuis le début du 19e siècle, aurait été la moitié de ce qu'elle était vraiment. Donc, la guerre commerciale a doublé la taille, à toute fin pratique, de la Grande Dépression, de ce qu'elle avait été. Et donc, de répliquer ça, c'est une idée absolument atroce de vouloir dire, faisons la même chose à nouveau. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. L'autre chose, c'est qu'il y a des simulations, notamment par Josh Steinberg de l'Université de Toronto, qui a regardé l'effet du tarif américain et l'a séparé de la contre-réponse canadienne. Et la réponse américaine est tout aussi dommageable que la contre-réponse. Donc, c'est-à-dire que oui, les Américains nous font mal en changeant les plans de plusieurs entreprises. Donc, c'est pas vrai que ça va pas faire mal dans l'immédiat. Mais les contre-tarifs doublent la mise. C'est pour ça que j'utilise l'analogie que le protectionnisme, c'est un poison. Les contre-tarifs, c'est l'idée qu'on doit doubler la dose. Un poison, c'est un poison, c'est un poison. 2 fois la même dose, c'est doubler le problème. Ces tarifs, c'est clair, vont faire mal aux Québécois, mal aux Canadiens, mais aussi mal aux Américains. C'est important que tout le monde comprenne qu'on s'embarque dans quelque chose qui est gros. Parlons d'abord du Québec. On estime que sur 6 mois, si ces tarifs-là restent en place, on pourrait perdre jusqu'à 100 000 emplois au Québec. Et si les tarifs restent sur 12 mois, on pourrait perdre 160 000 emplois au total. Donc, évidemment, c'est un coup qui est dur. Et devant cette attaque injustifiée, il faut garder la tête froide. Mais je veux passer un message clair aux Québécois. On ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser intimider et c'est le temps de se retrousser les manches ensemble, tous les Québécois, pour passer au travers. Ça va être une période qui est dure, mais je suis convaincu qu'on est capable de passer au travers, même en sortir plus fort. Mais la façon dont il s'y prend, est-ce que c'est en mettant des tarifs de 25 % pour créer une récession au Canada, pour qu'on soit en position de faiblesse, pour négocier, entre autres, l'accès à long terme à nos minéraux critiques? Tout ça est possible. Quand on regarde les scénarios, ce qui est beaucoup plus plausible, c'est qu'il y a eu un ralentissement maintenant. Et peut-être une récession, je ne vais pas dire non catégoriquement. Je pense qu'il y a des chances de récession, mais je ne pense pas que c'est inévitable. Mais ce qui est beaucoup plus plausible, c'est que vous imaginez la trajectoire que le Canada a et vous prenez cette ligne-là dans le temps puis vous marchez dessus. Vous l'écrasez et la tendance dans le long terme fait en sorte que le Canada, dans 20 ans, disons, sera beaucoup moins riche qu'il ne l'aurait été si la guerre commerciale n'avait pas commencé. Et il sera encore beaucoup moins riche si on décide de doubler la mise, ce qu'on a déjà fait malheureusement, mais si on double la mise en pratiquant notre propre protectionnisme. Je pense que aussi c'est le temps de comprendre que je doute honnêtement de la sincérité du personnel politique ici parce que M. Legault, M. Ford ont toujours exprimé des opinions largement protectionnistes. M. Trudeau aussi à un moindre degré cependant. Et
Présentement, ça a juste l'air de se servir de la crise avec les États-Unis pour ex post facto défendre, de se servir d'une justification pour une politique qu'ils avaient toujours voulu. Donc, finalement, la menace que les Américains imposent via les caprices du président, c'est la question à une réponse qui était déjà préparée. Donc, je doute sincèrement de leur honnêteté dans ce domaine-là. Le protectionnisme, c'est quelque chose qu'ils ont toujours voulu. Ils sont beaucoup trop rapides sur la gâchette. Il faut abandonner ces réflexes-là et comprendre que le protectionnisme, c'est la voie de la perdition et que le libre-échange, c'est la voie de la prospérité. Et aller dans n'importe quelle autre direction que la voie du libre-échange, c'est la voie vers un Canada et un Québec beaucoup plus pauvre qu'autrement. M. Legault, est-ce que vous envisagez de couper le courant aux États-Unis avec le sourire comme Doug Ford? Écoutez, j'en ai parlé effectivement avec Doug Ford. Je pense que ce qu'on peut appeler une guerre commerciale, ça commence. J'ai toujours dit qu'il ne faut rien exclure. Aujourd'hui, on annonce des comptes tarifs, on annonce des mesures avec le Trésor sur nos approvisionnements, nos appels d'offres. Éventuellement, on n'exclut rien. Les choses qui sont associées au libre-échange, notamment, par exemple, le respect des droits de propriété, le respect des contrats, c'est des choses qui sont des véhicules d'enrichissement, mais aussi de garantie d'une démocratie libérale. Et la vitesse à laquelle des premiers ministres provinciaux sont prêts à abandonner le respect des droits de propriété, donc de violer un contrat, et sans être clair s'ils allaient être prêts à payer la pénalité pour violation du contrat, de ce que j'ai compris, ils ne la paieraient pas, la pénalité. C'est une forme de vol qui est fait et ça va envoyer des très mauvais signaux au marché financier, au marché des capitaux dans l'avenir. Ça va envoyer le signal que, dans certains contextes, les gouvernements seront prêts à se servir d'une crise pour justifier des violations de la propriété privée, de violer des contrats, de ne pas respecter des contrats. Et ça, c'est tout aussi dommageable que le protectionnisme américain. La réalité, c'est que face à une menace mercantiliste / protectionnisme, notre solution, c'est encore, et je vais sonner comme un disque brisé ici, c'est de se commettre à l'inverse de ce poison, c'est-à-dire de prendre l'antidote. Et l'antidote, c'est de se commettre au libre-échange, de se commettre au principe de la démocratie libérale, c'est-à-dire qu'on respecte l'ordre établi, on respecte l'ordre constitutionnel, on ne viole pas les droits de propriété et on laisse la liberté aux consommateurs de faire des choix. Et on comprend que c'est la meilleure manière dans l'avenir de créer une nation prospère. Et je rajoutais pour tous ceux qui font du jingoïsme économique, qui se servent de la crise actuelle pour faire « rar, rar » et d'agiter le drapeau, qu'aucune nation souveraine n'est capable d'exercer et d'affirmer sa souveraineté aussi efficacement qu'une nation prospère. Et comme le protectionnisme est une garantie de pauvreté, vous êtes en train, dans le long terme, si vous défendez les contre-tarifs, vous êtes en train de menacer la souveraineté future tant du Canada et si vous êtes nationaliste québécois, donc souverainiste, vous nuisez même à la souveraineté du Québec, à ses chances d'être accomplie. Aucune nation ne peut être et ne peut affirmer sa souveraineté en étant une nation pauvre. À quel point ça peut être viable et prospère d'ouvrir le libre-échange, parce qu'on s'entend que les États-Unis sont juste à côté, donc c'est extrêmement facile d'avoir des échanges avec eux autres et d'avoir le marché. À quel point c'est viable, admettons, d'aller chercher jusqu'en Europe, admettons, ou encore plus loin? Mais c'est pas aux politiciens de décider ça. Il y a une prémisse ici que c'est au staff politique de faire cette décision-là, mais la réalité, c'est que les politiciens sont des très piètres décideurs de comment on devrait se spécialiser. Ils sont pas capables d'imaginer c'est quoi les bonnes manières de se spécialiser. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de laisser la marge de manœuvre aux consommateurs et aux entrepreneurs de se spécialiser. Et ce que ça veut dire dans ce que je défends, on peut faire une litanie d'exemples. Ça voudrait dire que les tarifs qui restent au Canada, notamment par exemple sur les quelques produits textiles qui demeurent, disparaissent, sur les vélos disparaissent, sur la gestion de l'offre doit être éliminée et on compense les agriculteurs pour ça. On ouvre le marché aérien au Canada pour que des firmes étrangères puissent produire des services entre les villes canadiennes.
On ouvre le marché des télécommunications pour que des compagnies étrangères puissent offrir des services au Canada, réduisant ici les forfaits de téléphonie cellulaire, réduisant ici les coûts pour plusieurs entreprises de fournir des services. On ouvre le secteur minier à davantage d'investissements. On ouvre la radiodiffusion et la télédiffusion à de la concurrence étrangère. Toutes des choses qui vont, pour les consommateurs, réduire les prix, augmenter la concurrence, créer un marché plus compétitif et, ce faisant, encourager aussi la recherche et le développement, d'encourager l'innovation, l'adoption de nouvelles technologies et donc, dans le long terme, de créer plus de productivité. Et ce gain de productivité, c'est le garant de toute forme de souveraineté. Parce qu'un Canada qui, disons, imaginons un scénario où le Canada est maintenant 2 fois plus productif qu'il ne l'est aujourd'hui, ce qui voudrait dire qu'il est plus productif par heure travaillée que les États-Unis, c'est un Canada qui peut ignorer les menaces du président américain. Notre vulnérabilité face aux caprices du président découle en grande partie de notre manque de productivité. On serait beaucoup plus sécurisé dans notre souveraineté si on était capable, si on était plus productif, parce que ça nous permettrait de dire aux Américains, un tarif de 25 %, on le remarque à peine tellement qu'on est productif, tellement que nos biens sont bien produits, sont peu coûteux, ils sont de bonne qualité, les consommateurs américains veulent les acheter. Même si vous mettez un tarif comme ça, ça ne va pas nous affecter, nous. En fait, ça veut dire que nous, on aurait le gros bout du bâton en étant une nation plus productive parce qu'on leur dirait, il faut que tu te fasses beaucoup plus mal à toi qu'à moi pour exercer de la même pression sur moi que j'exerce sur toi. Le Canada est capable de faire ça en étant une nation très productive et la réponse n'est pas celle du protectionnisme, mais bien celle du libre-échange, de la libéralisation unilatérale, de l'ouverture des marchés, des capitaux, de la libre concurrence dans les services publics, donc que les contrats ne soient pas fermés. Et on peut garder ici et là certaines justifications de sécurité nationale, on peut penser aux biens reliés à la défense, mais ces exceptions sont des exceptions et non pas des règles. Et ça voudrait dire, puis je soulignerai que ce que je définis, c'est à peu près d'augmenter la concurrence massivement dans à peu près 1/3 de l'économie canadienne. Puis combien de temps, mettons, que ça prendrait pour le Québec et le Canada de se retourner là, de bord? Ça peut être fait très rapidement parce que le secret de polichinelle parmi les gens qui côtoient le staff politique, et ici, je vais parler du personnel dans la fonction publique, il y a toujours des plans de contingence qui existent, il y a toujours des schémas de privatisation, de libéralisation qui existent pour certaines agences. C'est juste que le personnel politique, ceux qui sont élus, n'ont pas le désir de les appliquer. Mais je peux vous dire que, par exemple, je sais de sûr que Transport Canada a étudié, considéré, il y a des notes de mémo qui existent, qui discutent comment ouvrir le marché canadien des transports aériens pour la concurrence entre les villes canadiennes. Il y a plusieurs fonctionnaires qui, même si c'est pas quelque chose qu'ils ont produit, quelque chose de formellement, qui ont pensé à la question. Donc, c'est des gens qui ont une certaine expertise. Donc, c'est pas que il existe que c'est quelque chose de complètement nouveau avec lesquels les gens n'ont aucune familiarité. Il existe un savoir-faire, il existe des connaissances sur ça. Il y a aussi des expériences internationales desquelles on peut s'inspirer. Par exemple, sur le transport aérien, qui est une forme de libéralisation absolument nécessaire. L'Europe nous donne un schéma de comment aller de l'avant avec la libéralisation. Pour les services postaux, l'Europe, mais aussi des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Suède nous donnent des exemples de comment aller de l'avant pour départir du monopole qu'on a avec Post Canada et d'ouvrir à la concurrence. Les télécommunications, on a aussi des exemples. On a des exemples pour le secteur minier, on a des exemples pour la gestion de l'offre, on a l'exemple australien, pour la patate, par exemple, pour le lait aussi en Australie. On a une multitude d'expériences internationales qui nous donnent de l'information sur comment aller de l'avant. Si on a un politicien qui nous dit on ne sait pas comment, ce n'est pas vrai. La grande réalité en politique, c'est la vieille phrase de Jean-Claude Juncker, qui était le président de la Commission européenne, qui disait « Nous savons tous ce que nous devons faire, nous ne savons seulement pas comment se faire réélire une fois que nous l'avons fait. » Et c'est la grande réalité du désir politique sur ces choses-là, mais
En faisant l'éducation économique, je pense qu'on a la capacité de dire aux politiciens, si tu continues de commettre du protectionnisme, tu vas nous appauvrir, tu vas appauvrir mes enfants, tu vas appauvrir leurs enfants, tu vas créer un avenir moins prospère. Et je me soucie de mes enfants, je me soucie de vos enfants aussi. Je veux pas que des enfants souffrent, qui partent avec des mauvaises conditions. Et le protectionnisme, c'est la meilleure manière de partir avec des mauvaises conditions. The fact is that you don't have free trade. We think of it as free trade, but you right now don't have free trade. They are ripping us like we've never been ripped before. If you look at Japan, if you look at China, where we lose $100 billion a year with China. Le protectionnisme est une idée qui a une longue tradition de par sa simplicité malveillante, parce que on pense souvent que c'est une bonne chose, mais quand on prend le temps d'y penser, on réalise que c'est largement dommageable. Mais c'est un chant de sirène. Et M. Trump, depuis qu'il cherche à explorer son entrée en politique, ce qui s'est passé au cours des années 80, a toujours exprimé des opinions largement protectionnistes. Les raisons deviennent des justifications ex post facto. Donc, ce ne sont pas des justifications qui précédaient l'opinion sur qu'est-ce qui devrait être fait. Ce qui devrait être fait était déjà conçu et accepté. Après ça, le reste, c'est que du window dressing, comme on dit en anglais. On essaye de présenter on essaie de créer un emballage pour quelque chose qu'on a déjà décidé qu'on allait produire. Je ne crois pas que le président a autre chose qu'une prédisposition favorable à l'égard de l'idée d'une forme de protectionnisme. Et je vais doubler la mise en rajoutant que M. Legault partage énormément des réflexes de M. Trump. En fait, M. Legault a exprimé à plusieurs reprises des opinions très protectionnistes. Et en fait, souvent, la conférence de presse de ce matin de M. Legault, prenez-la, mettez-la en anglais, remplacez Québec par États-Unis, États-Unis par Canada, et vous avez le même discours que M. Trump. Les deux n'ont que de différence que le drapeau qu'ils agitent pour justifier leur protectionnisme. Il n'y a aucune différence entre les deux, et il n'y aura pas de différence entre les deux sur les résultats. Ce que nous aurons, c'est deux nations qui sont plus pauvres qu'elles ne l'auraient été autrement. Bien, justement, dernière question rapidement. Au long terme, si, admettons, il y a une migration justement de l'industrie, des compagnies, d'opérer en sol américain, ça pourrait pas faire en sorte que justement, au long terme, l'Amérique, les États-Unis en sortent gagnantes parce qu'ils vont augmenter leur productivité? Non, parce que... Mais ça c'est le réflexe préféré des protectionnistes qui est mentionné ici. C'est l'idée qu'une nation se résume au drapeau qui est associé avec une entreprise, alors que le bien-être d'une nation se mesure à la prospérité de celle-ci. Si un producteur américain vient ici et offre un service moins cher pour les Canadiens ont plus d'argent pour dépenser dans d'autres industries, c'est d'autres industries canadiennes qui peuvent croître, c'est d'autres industries qui peuvent émerger, c'est d'autres montants qui sont disponibles pour faire des investissements parce que c'est le bon standard devient celui de la prospérité des individus qui composent la nation. C'est le vrai standard à utiliser. Si vous utilisez un autre standard que ça, vous allez arriver à des mauvaises conclusions avec laquelle le drapeau d'une compagnie est relativement important alors qu'il ne l'est pas. En fait, on le voit fréquemment, les compagnies, le capital n'a d'allégeance que son plus haut taux de profit. Alors, le capital se déplacera dans les endroits où les rendements sont les plus élevés. Et si les rendements sont plus élevés, ça veut dire que la productivité augmente plus vite. Une productivité plus vite veut dire une nation plus prospère. C'est le seul critère qu'on devrait considérer. Toute autre chose n'est qu'un leurre sur la voie de la perdition qui est celui de la pauvreté. N'oubliez pas d'aller sur calltheelection.ca. Nous avons besoin d'un chef d'État qui va être capable de dealer avec M. Donald Trump. Donc, nous vous invitons d'aller signer notre pétition à calltheelection.ca et merci en avance de nous soutenir et de nous suivre.